À tous et bienvenue sur Tandem TV pour ce nouveau billet d'humeur alors qu'Israël est en guerre depuis maintenant 7 semaines. Oui, 7 semaines se sont écoulées depuis le samedi 7 octobre 2023, 50 jours d'une guerre qu'Israël n'a ni voulu ni déclenchée, mais qu'elle mènera jusqu'au bout et jusqu'à la victoire. 50 jours difficiles où le monde scrute la moindre de nos actions afin de mieux nous sermonner, nous fustiger, nous condamner. Il s'en est fallu pourtant de peu pour éviter cette guerre. Il aurait juste fallu ne pas tuer d'enfants israéliens, ne pas les prendre en otage, ne pas leur lancer de bombes, quoique les bombes lancées sur le sud du pays depuis des années, Israël, on se demande bien pourquoi, a choisi de les tolérer et se défend grâce au système du dôme de fer qui a évité et évite encore des centaines et des milliers de morts. Mais c'est la kélos. Parce que du coup, les enfants israéliens ne meurent pas assez. Et le monde pense que les petites roquettes du Hamas sont inoffensives. Oui, si les enfants israéliens mouraient davantage, on pourrait mieux défendre notre défense. Mais le 7 octobre, les Israéliens sont morts, 1200, torturés, éventrés, brûlés, décapités, des enfants, des bébés, des vieillards, tous bien morts cette fois, ou pris en otage par les terroristes du Hamas, des otages dont on n'arrive même pas à déterminer le nombre exact, tant il a été difficile de reconstituer et d'identifier les lambeaux de chair des paisibles habitants des kibbutzim alentours. Et pourtant, Israël pour l'ONU et une grande partie du monde n'auraient pas dû riposter. Riposte inexcusable pour le président de l'Union africaine. Lundi dernier, le 20 novembre, c'était la journée mondiale des droits de l'enfant, de tous les enfants, même des petits Israéliens otages du Hamas. Mais ni l'UNICEF ni la Croix-Rouge internationale n'ont jugé bon jusqu'à ce jour d'aller s'enquérir de leur santé et des conditions dans lesquelles ils étaient retenus. Sont-ils même toujours vivants pour certains? Personne ne le sait. Je rappelle que selon le statut de la Cour pénale internationale, la prise d'otages constitue un crime de guerre, visiblement pas pour les otages israéliens. Malgré cela, extrêmement rares sont les voix qui s'élèvent pour réclamer leur libération immédiate, sans condition. Au lieu de cela, certains préfèrent organiser des marches blanches, pâles, transparentes. Dimanche dernier à Paris, une semaine après la manifestation contre l'antisémitisme, était organisée une marche pour la paix. Une marche à l'appel de 500 personnalités du monde de la culture. 500 personnalités qui n'avaient pas jugé nécessaire de défiler contre l'antisémitisme, sûrement par peur d'être catalogués pro-Israël ou pire encore, comme sionistes. Alors ils ont préféré marcher à part, silencieusement, sans slogan, sans banderole, pour la paix. Oui, pour la paix. Quel courage, quelle conscience aiguë de ce qu'est le bien et de ce qu'est le mal. De belles âmes, ces artistes qui refusent d'être dans un camp ou dans l'autre. Entre Hamas et Israël, c'est trop dur de choisir. Eux, ils choisissent le camp de la paix, du dialogue, du vivre ensemble. Alors il y avait là du très beau monde, parfois même juif, comme Harry Calter. Que du beau monde de gauche, bien sûr, comme Charles Berling, cette belle âme pure, qui a déclaré qu'il était vital aujourd'hui de penser avec des nuances. Avec des nuances. Que tout le monde a des torts dans cette histoire, tout le monde a des raisons, mais ceux qui croient à la modération, à la paix, doivent se faire entendre. Permettez-moi donc une nuance, une toute petite, celle de cet officier de l'unité d'identification des corps qui racontait à la délégation des dirigeants de la communauté juive de France quelques jours après le 7 octobre, je le cite, ils ont filmé une femme enceinte, un terroriste arrive, il l'éventre, sort le fœtus et devant la femme agonisante massacre le bébé. Tout est filmé, dit-il. Des bébés dont la tête a été décapitée, des hommes dont le sexe a été coupé, des petites filles, des femmes qui ont été violées. Mais ne demandez surtout pas aux belles âmes de la marche silencieuse de choisir un camp. Philippe Geluc, ce dessinateur belge qui marchait lui aussi pour la paix, explique parfaitement qu'il n'aime pas qu'on lui demande de prendre parti. Entre la barbarie du Hamas et la démocratie israélienne, son cœur ne balance pas. Il n'y a pas à prendre parti pour les uns ou les autres, dit-il. Tous méritent solidarité et compassion, évidemment. La guerre, c'est mal, le feu, ça brûle, et l'eau, ça mouille, évidemment. Les Juifs habitants du kibbutz Be'eri étaient pour la paix aussi. De la compassion, ils en avaient à revendre pour leurs voisins arabes de Gaza. D'ailleurs, ils donnaient du travail aux pères et leur offraient de bons salaires. Ils soignaient les femmes et les enfants, organisaient des marches, eux aussi des marches pour le vivre ensemble. De belles âmes de gauche, les habitants du kibbutz Be'eri, pas le profil de méchants colons d'extrême droite, sans âme ni compassion. Ça ne les a malheureusement pas épargnés. Le 17 octobre, 10 jours après le drame, le docteur Chen Kugel, directeur de l'Institut médico-légal de Tel Aviv, racontait aux journalistes de l'AFP, les mêmes, vous savez, qui ont pour consigne de ne pas associer le mot Hamas et terrorisme dans leurs dépêches. Il leur racontait, alors qu'il ne pouvait retenir les larmes qui coulaient sur ses joues, que l'odeur de la mort était insoutenable. Il montre un enchevêtrement d'os et de lambeaux de chair
liés par un câble électrique. Le docteur Kugel explique qu'au scanner, ils ont clairement distingué deux colonnes vertébrales, une adulte et une enfant. La posture des deux corps indique que l'adulte a tenté de protéger l'enfant. Ils ont été ligotés et brûlés vifs. Mais n'exigeons pas de grâce d'Isabelle Adjani, de Jack Lang ou d'Emmanuel Béard de prendre parti et de choisir entre le mal absolu, les ténèbres, et le bien et la lumière. Ils ne peuvent pas choisir, ils ne savent plus où sont les valeurs du bien et du mal entre une organisation terroriste barbare, nazie, et un État souverain, démocratique et libre. Non, eux, leur maximum, c'est de marcher en silence, sans faire de bruit, pour ne pas se réveiller trop fort et trop vite. Mais personne ne pourra nier et effacer le 7 octobre 2023. Et aujourd'hui, il incombe à chacun d'entre nous l'obligation de se souvenir, de transmettre et de raconter les horreurs de ce jour-là. Et au-delà de ce devoir de mémoire, le temps n'est plus aux tergiversations. Choisir entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, me semble être le devoir moral de chaque être humain. Et en faisant le choix de ne pas choisir en vérité, le choix est clair. Ne vous y trompez pas. En se battant contre la barbarie, les soldats de Tsahal ne se battent pas uniquement pour le salut d'Israël, non, non. Ils se battent pour le monde libre. Ils se battent pour Isabelle Adjani, pour Leila Bekti, et même pour le pauvre Thomas de Romans-sur-Isère. Car la paix ne sera possible que si la victoire est nette et grande. Parce que notre espoir n'est pas encore perdu, cet espoir bimillénaire d'être un peuple libre sur sa terre, la terre de Sion et de Jérusalem. Am Israël Chai.